Quelles sont les bases du comportement humain? Nous pouvons aujourd'hui tirer profit de nombreuses avancées scientifiques pour mieux nous comprendre, comprendre les autres et mieux nous projeter vers l'avenir. Ce sont des lois mises en lumière. Nous parlons de lois car sous l'influence de forces élémentaires, les humains ont des réactions assez prévisibles, voire prédictibles. Vous apprendrez des stratégies pour vous défendre, vous améliorer et réussir à travers toute une série de vidéos à venir. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'une des 18 lois de la nature humaine évoquées par Robert Greene dans son livre « Les lois de la nature humaine », un manuel de décodage du comportement humain. Il s'agit de la loi de l'irrationalité. D'abord, c'est quoi la nature humaine? La nature humaine, ce sont toutes les forces qui nous agitent de l'intérieur, en profondeur et qui sont parfois contradictoires. Parmi ces forces, il y a l'irrationalité. Si nous voulons devenir plus rationnels, nous devons commencer par comprendre notre irrationalité fondamentale. Nul n'est à l'abri de l'effet irréversible, du moins irrésistible, des émotions sur l'esprit. Pas même l'homme le plus sage. D'une certaine manière, l'irrationalité fait partie de la structure de notre cerveau. D'après les neuroscientifiques, notre cerveau est composé de 3 parties. Il y a d'abord le cerveau reptilien, qui est notre côté instinctif. C'est la partie la plus ancienne. Cette partie contrôle toutes les réponses automatiques permettant la régulation de l'organisme. Au-dessus, nous avons le cerveau paléomanien, appelé aussi cerveau limbique. Cette partie du cerveau gouverne nos émotions et nos sentiments. Et enfin, nous avons la 3e partie du cerveau, le néocortex. C'est la partie qui contrôle les facultés cognitives et le langage. C'est notre côté cartésien, donc le côté de la raison. Comment le trou plein d'émotions engendre-t-il l'irrationalité? Les émotions nous font voir ce que nous voulons voir selon notre humeur. Cette déconnexion de la réalité est à l'origine des mauvaises décisions et des schémas négatifs qui nous empoisonnent la vie. L'esprit humain a besoin de vénérer, de diriger son attention vers une chose à laquelle il attache une valeur suprême. Pour la plupart des gens, c'est leur ego. Pour certains, c'est leur famille, leur clan. Pour d'autres, c'est Dieu, leur nation, par exemple. À l'époque de la Grèce antique, à Athènes, capitale de la Grèce, le penseur et personnage public Périclès avait réussi à élaborer une solution historique et efficace, du moins dans ses résultats, pour sortir de l'irrationalité. Il s'agit du nous. En grec ancien, le nous signifiait esprit ou intelligence. Le nous est une force qui imprègne tout l'univers, créant du sens et de l'ordre. Pour Périclès, l'esprit humain est naturellement attiré par cet ordre, source de notre intelligence. Et le nous que vénérait Périclès s'incarnait dans la figure de la déesse Athéna. Mais la déesse Athéna représentait une forme de nous très particulière. Elle était très pragmatique, féminine et terrienne. C'est la voix qui parle aux héros dans les moments difficiles. Elle calme leur esprit, oriente leur intelligence vers l'idée parfaite qui leur assurera la victoire et le succès, puis leur donne l'énergie nécessaire pour y parvenir. Être visité par la déesse Athéna était la grâce suprême. C'était son esprit qui guidait les grands généraux, les artistes les plus talentueux, les inventeurs les plus ingénieux et les commerçants prospères. Sous l'influence de la déesse Athéna, un homme ou une femme voyait le monde avec une clarté totale, une lucidité parfaite et pouvait mener l'action la plus opportune. L'esprit de la déesse Athéna était invoqué pour unifier la ville d'Athènes, la rendre prospère et productive. Dans son essence même, la déesse Athéna symbolisait la rationalité, la plus grande faveur accordée par les dieux aux mortels, car elle seule pouvait permettre à un humain d'agir avec une sagesse divine. Les émotions nous tournent vers l'intérieur, loin du nous, loin de la réalité. Si nous sommes en colère, par exemple, nous ruminons notre colère ou nous restons bloqués sur nos insécurités. Si nous regardons le monde et tentons de résoudre des problèmes, nous voyons les choses à travers le filtre de ces émotions. Les émotions brouillent notre vision. Comment maîtriser donc ces émotions pour tendre vers cette sagesse divine que représente Athéna?
La solution de Périclès était de ne jamais réagir à chaud, de ne jamais prendre une décision tant qu'il était sous le coup d'une émotion forte. Il prenait d'abord le temps d'analyser son ressenti. À l'examen, il constatait que sa colère ou ses insécurités intérieures n'étaient pas vraiment justifiées, ce qui finissait par l'apaiser. Alors, lentement, l'irrationalité faisait place à la rationalité. À l'origine, les émotions sont une excitation physiologique destinée à capter notre attention, à nous inciter à remarquer quelque chose qui se passe dans notre environnement. Ce sont des réactions chimiques et des sensations que nous devons ensuite traduire en mots pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Mais nous n'avons pas toujours consciemment accès aux origines de nos émotions et ces humeurs qu'elles génèrent. Les progrès et la technologie n'ont pas vraiment changé notre câblage, mais seulement modifié les formes de nos émotions et le type d'irrationalité qui les accompagne. Par exemple, de nouvelles formes de médias ont amélioré la capacité séculaire des responsables politiques à jouer sur nos émotions pour en tirer profit. Et ce, par des moyens de plus en plus subtils et complexes. Les publicitaires nous bombardent de messages subliminaux d'une efficacité redoutable. Notre présence continuelle sur les réseaux sociaux nous rend sujets à de nouvelles formes de contamination émotionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la viralité émotionnelle. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour induire une réflexion paisible, loin de là. Avec leur omniprésence actuelle, nous avons de moins en moins d'espace mental pour prendre du recul et réfléchir. Pour Robert Greene, la nature humaine n'a pas changé. À l'instar des Athéniens à l'époque de la Grèce antique, nous sommes aussi assiégés en permanence par l'émotionnel et le spectaculaire. Comment dompter l'irrationalité? Tout simplement en cultivant la rationalité. En fait, qu'est-ce que la rationalité? La rationalité n'est pas un pouvoir inné, mais un pouvoir qui s'acquiert par l'entraînement et la pratique. Selon Robert Greene, la rationalité est la capacité à enrayer les effets de nos émotions, à réfléchir au lieu de réagir, à ouvrir notre esprit à ce qui se passe réellement et non à ce que nous éprouvons. Elle ne vient pas naturellement. C'est un pouvoir que nous devons cultiver et qui nous permet alors de résister ou du moins de réaliser tout notre potentiel. La voix d'Athéna représente simplement un pouvoir supérieur qui existe à l'intérieur de vous, un potentiel que vous percevez dans des moments de calme et de concentration. C'est l'idée parfaite qui vous vient à l'esprit après une longue réflexion. Vous ne pouvez pas être relié à ce pouvoir supérieur quand votre esprit est noyé sous les émotions en permanence. Lorsque vous êtes contaminé par toute l'agitation qui règne autour de vous, sans le recours à la rationalité pour guider vos décisions, vous aurez très peu de chances d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Comment être rationnel dans des situations gouvernées par les émotions? Voici quelques pistes pour vous aider. D'abord, observez les émotions qui contaminent en permanence vos idées et décisions. Apprenez ensuite à vous interroger. Pourquoi cette colère ou ce ressentiment? Soumise à l'analyse, vos émotions vont perdre leur emprise sur vous. Vous allez commencer à penser par vous-même au lieu de réagir à ce que les autres vous proposent. Les émotions ont tendance à favoriser notre étroitesse d'esprit, nous incitant à nous focaliser sur une ou deux idées qui satisfont notre désir immédiat de pouvoir ou d'attention, mais finissant généralement par se retourner contre nous. Avec un esprit calme, vous pouvez envisager un large éventail de possibilités et de solutions. Tel un athlète devenant de plus en plus fort au fil des entraînements, votre esprit va gagner en souplesse et en résistance. Lucide et calme, vous allez trouver des réponses et des solutions créatives que personne d'autre ne peut envisager. Certes, il existe des individus et des forces supérieures qui nous influencent constamment et beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans le monde. Mais en général,
la première chose qui nous conduit à nous fourvoyer, à prendre de mauvaises décisions et à faire de mauvais calculs, c'est notre irrationalité profonde, la force avec laquelle l'émotion gouverne notre esprit. Pour illustrer l'irrationalité humaine dont nous faisons souvent preuve, Robert Greene évoque dans son livre Les lois de la nature humaine la crise des subprimes de l'automne 2008 qu'il attribue à l'irrationalité fondamentale qui a animé acheteurs et vendeurs dans le domaine de l'immobilier qui se sont laissés contaminer par l'attrait de l'argent facile. Refusant de reconnaître la spéculation immobilière qui s'était emparée des foules et qui faisait apparaître les plus sensés et les plus intelligents comme des idiots, on a accusé des forces extérieures et tout fait pour éviter de regarder du côté de la véritable source de cette crise. Pour Robert Greene, si les bulles spéculatives se forment, c'est parce qu'elles exercent un attrait émotionnel intense sur les esprits et submergent la capacité de raisonnement de l'individu. Elles stimulent notre attirance naturelle pour la course au profit, l'argent facile et les gains rapides. Aucune force régulatrice sur la planète ne peut contrôler la nature humaine. Et parce que nous ne regardons pas en face la vraie source du problème, les bulles spéculatives et les crashs se répètent et se répéteront tant qu'il y aura des pigeons et des gens incapables de tirer les leçons de l'histoire. Il est difficile de tirer les leçons quand on ne regarde pas à l'intérieur, quand on ne veut pas voir les vraies causes. Pourquoi devez-vous aimer le rationnel? D'abord, remarquons que les mots rationnels et irrationnels peuvent être très subjectifs. En effet, les gens jugent toujours irrationnels ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Bien sûr, il est impossible de ne pas intervenir, du moins faire intervenir un minimum de subjectivité et d'émotion dans ce que nous pensons. Mais, en général, les individus rationnels en ont conscience et grâce à l'introspection et à leurs efforts, sont capables, dans une certaine mesure, de faire abstraction des émotions et de contrecarrer leurs effets. Les individus irrationnels, eux, n'ont pas cette conscience. Ils ont tendance à se précipiter dans l'action sans réfléchir suffisamment aux répercussions et aux conséquences possibles. Tout le monde est capable de décisions irrationnelles, dont certaines résultent de situations incontrôlables. Et même les individus les plus irrationnels peuvent avoir d'excellentes idées ou réussir momentanément par audace. C'est sur le temps qu'il est possible de déterminer si une personne est rationnelle ou irrationnelle. Est-elle en mesure de pérenniser ses réussites et de trouver plusieurs stratégies efficaces? Est-elle capable de s'adapter et d'apprendre de ses échecs? Le degré de conscience fait toute la différence. Les individus rationnels admettent facilement leur propre tendance irrationnelle et la nécessité de se montrer vigilants, alors que les irrationnels se mettent dans tous leurs états dès qu'on pointe les racines émotionnelles de leurs décisions. Ils sont incapables de se livrer à l'introspection et d'apprendre de leurs erreurs, lesquelles les poussent à adopter une attitude défensive. Il est important de bien comprendre que la rationalité n'est pas un moyen de dépasser l'émotionnel. Il s'agit d'arriver à réfléchir sans se laisser dominer par les émotions à son insu. Voyons à présent les 3 étapes à suivre pour acquérir une certaine rationalité. Première étape, vous devez identifier les biais cognitifs. D'abord, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est lorsqu'en raison du principe de plaisir et de son influence inconsciente, nous cherchons des données qui confirment ce que nous voulons croire. Pour soutenir une idée ou une opinion et nous persuader qu'elle obéit à un raisonnement rationnel, nous cherchons des preuves qui vont dans le sens de ce que nous pensons. Sur Internet, il est très facile de mettre la main sur des études qui soutiennent les 2 côtés d'une théorie, le pour et le contre. En général, ne croyez pas que les idées de certaines personnes sont valides parce qu'elles présentent des preuves. Examinez les faits et les données par vous-même et à froid. À présent, voyons le biais de conviction.
Le biais de conviction, c'est lorsque vous croyez tellement à une idée que vous ne pouvez pas douter un seul instant qu'elle ne soit pas vraie. Ce biais fait de nous les proies faciles des vendeurs d'illusions et démagogues de tout genre qui, par leur force de conviction, réussissent à nous persuader et à nous tromper. Ils savent que nous aimons le spectacle, alors ils dissimulent leur demi-vérité sous des effets spectaculaires. Le biais d'apparence, c'est lorsque nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'ils nous apparaissent. Et c'est bien connu, les apparences sont trompeuses. Nous aimons nous conformer aux idées et opinions d'autres personnes car le sentiment d'isolement, d'être différent du groupe est déprimant et terrifiant. Par nature, nous savons tous que les humains sont des animaux sociaux. Lorsque nous échouons ou faisons des erreurs, notre réaction naturelle est d'accuser les autres ou les circonstances. Nous utilisons ce biais parce qu'il est souvent douloureux de regarder nos propres erreurs. Notre ego en prend un coup. Enfin, le biais de supériorité. Ce biais est l'équivalent d'une illusion d'optique. Nous ne semblons pas voir nos défauts et nos absurdités, seulement ceux des autres. Une fois que vous avez identifié ces différents biais cognitifs que nous venons de voir, vous pouvez passer à l'analyse de vos émotions. C'est la deuxième étape vers l'acquisition d'une certaine rationalité selon Robert Greene. Étape 2, donc, vous devez vous méfier de l'escalade émotionnelle. Les émotions sont de deux niveaux. Soit elles sont le fruit de nos propres impulsions, donc les émotions de niveau 1, soit elles sont déclenchées par des facteurs extérieurs, ce sont là les émotions de niveau 2. Pour devenir plus rationnel, vous devez commencer par vous connaître profondément, comprendre vos peurs et vos fragilités. Nos fragilités et nos blessures héritées de la petite enfance restent souvent enfouies au plus profond de notre cerveau. Il est important d'arriver à analyser et à comprendre les émotions qui en résultent afin de mieux les contenir. Des gains ou pertes inattendues peuvent provoquer des réactions irrationnelles. Sur le plan neurologique, en cas de gain, le cerveau libère des substances chimiques qui boostent l'énergie et l'excitation ou en cas de perte, la crainte. D'après Robert Greene, à chaque fois que nous avons des pertes ou des gains inhabituels, nous devons prendre du recul et les contrebalancer avec une dose d'optimisme ou de pessimisme. Deuxième point de cette deuxième étape, la pression grandissante. Sous l'influence d'un stress ou d'une menace, les parties les plus primitives du cerveau sont sollicitées. Elles submergent alors la capacité de raisonnement de l'individu. En fait, un stress ou une tension peut mettre en lumière des défauts ou des insuffisances dissimulées par un individu. Pour se faire donc une idée de la véritable personnalité d'un individu, il est judicieux de l'observer dans une situation de stress et de tension. La solution, c'est s'observer avec un maximum de détachement et prendre un temps de solitude pour réfléchir avant de décider. Quatrième point, pour l'acquisition d'une rationalité, l'identification des individus qui vous font réagir de façon épidermique. Il y a des gens qui, par nature, ont tendance à déclencher des émotions puissantes chez les autres de manière systématique. Ces individus provoquent soit une forte attraction, soit une vive répulsion chez leurs interlocuteurs. Il est donc important d'identifier ces individus à la manière dont ils affectent les autres et pas seulement vous. En leur présence, les gens sont incapables de raisonner ou de garder un certain détachement et ont tendance à se montrer irrationnels. Cinquième point, l'effet de groupe. Lorsque nous sommes dans un groupe de grande taille, nous devenons différents. Nous nous laissons envahir par les émotions collectives. Être dans un groupe ne stimule pas l'indépendance de la pensée, mais plutôt le désir intense d'appartenance. L'effet de groupe peut utiliser la viralité, comme lorsqu'une opinion se répand sur les réseaux sociaux et nous contamine, nous donnant terriblement envie de la partager. Il est donc préférable d'éviter les situations de groupe et de faire attention aux démagogues qui exploitent l'effet de groupe et encouragent les explosions d'irrationalité. La rationalité ne peut s'acquérir qu'au niveau individuel et non par des mouvements de masse ou des progrès technologiques.
Troisième et dernière étape préconisée par Robert Greene pour acquérir une certaine rationalité, vous devez définir des stratégies d'expression de votre moi rationnel. Premier point, connaissez-vous vous-même. La première mesure à prendre pour devenir rationnel est toujours un mouvement vers l'intérieur de soi. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? En prenant conscience de ce qui vous distingue des autres et en le valorisant, vous allez aussi pouvoir résister à l'attrait du biais de conformisme et de l'effet de groupe. Deuxième point de cette troisième étape, vous devez examiner vos émotions à la racine. Trouvez une position neutre à partir de laquelle vous pouvez observer vos actions avec détachement. Si vous éprouvez de la colère par exemple, laissez ce sentiment s'apaiser en vous et considérez-le à froid. Creusez sous les points sensibles pour accéder à la racine de votre colère. Troisième point, augmentez votre temps de réaction. Quand un événement ou un échange réclame une réponse, vous devez apprendre à appuyer sur pause pour prendre un peu de recul, de la hauteur. Bannissez les échanges téléphoniques ou en direct tant que vous êtes sous le coup d'une émotion, surtout d'un ressentiment. Plus vous pouvez vous accorder le temps de réfléchir, mieux c'est, car le recul vient avec le temps. Quatrième point, acceptez les gens comme des faits. Les échanges interpersonnels sont la principale source de turbulences émotionnelles. Le problème, c'est que nous sommes constamment en train de juger les autres, de vouloir qu'ils soient autrement qu'ils sont. En fait, nous désirons les changer. Nous avons envie qu'ils pensent et agissent de telle ou telle manière, le plus souvent comme nous, ce qui est impossible. Et parce que c'est impossible, parce que tout le monde est différent, nous sommes continuellement frustrés et contrariés. Voyez plutôt les gens comme des faits. Ils existent, c'est tout. Travaillez avec ce que les gens vous donnent au lieu de résister et de tenter de les changer. Cela va vous apaiser et vous aider à observer les autres de façon plus objective, pour les comprendre à un niveau plus profond. Vous allez ainsi cesser de projeter vos propres émotions sur eux. Tout cela va vous apporter davantage d'équilibre et de sérénité. Un espace plus neutre pour penser. Cinquième point, vous devez trouver l'équilibre entre pensée et émotion. Les Grecs de l'Antiquité employaient une métaphore pour illustrer le rapport émotion-pensée. Le cheval qui représente notre nature émotionnelle et le cavalier notre pensée. Le cavalier doit pouvoir tenir les rênes et guider le cheval. Le cheval et son cavalier doivent travailler ensemble. Ce qui est à rechercher, c'est le juste équilibre. Il faut arriver à canaliser l'énergie du cheval, c'est-à-dire l'énergie dégagée par nos émotions. C'est l'essence même de la rationalité. Sixième et dernier point de cette troisième étape qui consiste à dégager des stratégies pour mieux exprimer votre moi rationnel, vous devez tout simplement aimer le rationnel. Aimer le rationnel. Vous ne devez pas considérer la voie de la rationalité comme un chemin difficile, douloureux et ascétique. Les pouvoirs que confère la rationalité sont extrêmement gratifiants et agréables. Être capable de maîtriser son moi émotionnel amène une sérénité générale et une clarté d'esprit. Vos actions sont plus efficaces, vous êtes donc moins agité. Vous avez l'immense satisfaction de vous maîtriser profondément. Vous disposez d'un espace mental plus large pour être créatif. Vous sentez que vous contrôlez davantage les situations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.